Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ spéciale productivité. Vous le savez si vous avez écouté le dernier épisode, si vous me suivez sur Insta, actuellement les portes de ma nouvelle formation, le plan, sont ouvertes. Une formation sur la productivité dans laquelle je vous montre le système exact que je mets en place depuis 7 ans maintenant pour être plus productif, plus efficace, accomplir plus de choses, générer plus de revenus, obtenir plus de résultats sans pour autant sacrifier ma vie. C'est ce qui me permet de travailler finalement 3 heures par jour. Vous retrouverez toutes les infos en dessous ainsi qu'un coupon de 200 € de réduction valable jusqu'à vendredi soir minuit. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette petite FAQ aujourd'hui. En fait, à l'occasion de la formation, je vous ai demandé sur Insta de me poser vos questions en ce qui concerne la productivité et je vais tout simplement y répondre aujourd'hui dans cet épisode. Alors, première question que j'ai reçue, quel est ton avis sur la méthode Pomodoro ? Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la méthode Pomodoro, c'est une méthode de productivité qui consiste à travailler de mémoire 25 minutes, je crois, c'est ça. Travailler 25 minutes, faire 5 minutes de pause, ensuite travailler 25 minutes, faire 5 minutes de pause, etc. En fait, c'est une sorte de cycle où on sprint, on s'arrête, on sprint, on s'arrête, et ainsi de suite. Mon avis honnête sur cette méthode, c'est que je ne l'aime absolument pas. Je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi cette méthode est aussi répandue et pourquoi il y a autant de personnes qui l'apprécient. En fait, je l'ai testé il y a quelques années, forcément, parce que c'est l'un des premiers trucs qu'on vous apprend en productivité. L'une des premières méthodes qui ressort, c'est teste la méthode Pomodoro, tu verras, c'est trop bien. En fait, l'idéologie de cette méthode, c'est quoi ? C'est de se dire, en fait, pendant 25 minutes, tu mets ton téléphone de côté, ton machin, ton truc, tu te focuses sur une tâche, et puis tu prends une petite pause, et puis tu accélères, une pause, tu accélères, etc. Sur le papier, c'est bien. Sur le papier, c'est intéressant parce qu'on peut se dire, le fait de bosser 25 minutes sur une tâche, on va grave avancer. Le souci que j'ai avec cette méthode, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on n'arrive pas, à mon sens en tout cas en 25 minutes, à aller chercher finalement l'essence même de notre créativité, de notre productivité. C'est un petit peu comme quand vous allez courir un marathon, un semi-marathon, quand vous allez faire une séance à la salle ou peu importe, quand vous préparez un sprint. Vous ne tapez pas vos sprints directs. C'est-à-dire que votre sprint, avant de faire, entre guillemets, le vrai sprint, le sprint de compétition, avant de courir votre semi, vous allez vous échauffer, vous allez vous étirer, vous allez faire des montées en gamme, vous allez faire un peu de mobilité, histoire de ne pas vous blesser, de ne pas vous faire mal. C'est-à-dire qu'il y a un échauffement en amont à réaliser. Et pour moi, quand on travaille, et notamment d'un point de vue de la créativité, il y a le même système. C'est-à-dire que quand on se met devant l'ordi, on déclenche son timer, son Pomodoro, on n'est pas créatif, on va pas chercher l'essence même de ce qu'on fait, le meilleur de ce qu'on fait au bout de 3 minutes. Il nous faut 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, le temps de faire, entre guillemets, chauffer la machine, d'être en place, de commencer, c'est un livre de Mihail Majzovic, je ne sais plus le nom, un nom incompréhensible, qui a sorti un livre qui s'appelle le Flow, donc c'est Flow, c'est l'état de flow. Et en fait, pour rentrer en état de flow, qui est un état très intéressant de concentration et de créativité, ça prend du temps. On ne le fait pas au bout de 3 minutes. Et en fait, je trouve ça dommage quand vous rentrez finalement en état de flow, qui est peut-être au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, en fait, d'arrêter de travailler 5 minutes après pour aller boire un café, revenir, essayer de vous reconcentrer pendant 15 minutes, puis réarrêter 10 minutes après, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à aucun moment, vous êtes dans un état de réel flow, à aucun moment, vous êtes vraiment focus et vous profitez pleinement de votre créativité, de votre concentration. Donc moi, ce que je préfère faire, c'est, ça peut être considéré comme une méthode Pomodoro, mais finalement, pas vraiment, c'est avoir cette même notion-là de sprint, travailler et puis prendre une pause, mais d'être beaucoup plus en adéquation avec mon énergie. De me dire, ok, je prends une pause quand je sens que j'ai besoin de prendre une pause. Moi, ça m'arrive, et c'est le cas aujourd'hui, je suis en train de tourner mon 3e épisode de podcast lundi, là, ça fait 1h45 que je tourne. Et j'ai pas besoin de prendre une pause, parce que je suis en état de flow, parce que j'ai la voix qui est chauffée, parce que au début, je me suis repris 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, les 10, 15, 20 premières minutes, et une fois que je suis lancé, c'est bon, ça y est, je suis lancé. Donc maintenant que je suis lancé, pourquoi je vais arrêter de bosser alors que je suis en train de dérouler tout ce que je dois dérouler ? Donc là, évidemment, au bout d'un moment, au bout d'une heure et demie, 2 heures de travail sur une tâche donnée, la créativité commence à réduire, on commence à manquer un peu d'énergie, un peu de souffle, etc. Donc ok, on s'arrête, on prend une pause plus longue du coup de 10-15 minutes et on rattaque pour un second sprint. Et moi en fait je trouve ça beaucoup plus intéressant
parce que vous allez vraiment chercher l'essence même de ce qui fait de la qualité de votre travail, qui est la concentration, l'état de flow, la créativité, et vous profitez pleinement finalement de ce que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas en train d'arrêter, d'être coupé finalement en pleine course alors que vous avez les jambes qui sont fraîches. C'est un peu la même métaphore finalement avec le sport. Vous vous êtes échauffé pendant 15-20 minutes, vous commencez à courir, vous êtes frais, vous avez des bonnes jambes, vous êtes prêt à entamer la course, et puis au bout de 5 minutes, on vous dit non, on fait une pause de 10 minutes, là on s'arrête et on repartira. Bah non, je suis frais, j'ai envie de continuer à courir. Bah là c'est pareil. Donc c'est pour ça que je suis pas vraiment fan, voire pas du tout d'ailleurs, de la méthode Pomodoro, parce que ça vient casser finalement le rythme, alors que quand on est lancé, le but c'est de continuer d'en profiter. Question suivante. Comment maintenir son équilibre pro-perso ? Ça fait 3 ans maintenant que j'entreprends et j'ai encore du mal à gérer les deux. Alors, je pense que l'équilibre pro-perso, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont vous dire que c'est un mythe. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont vous dire que tu peux pas entreprendre, avoir d'équilibre, ça n'existe pas, parce qu'un entrepreneur, c'est un mec qui pense tout le temps, machin, etc. Moi, je pense qu'il y a un entre-deux, c'est à la fois blanc et noir, c'est-à-dire que les personnes qui disent ça ont tort et raison en même temps, parce que, effectivement, mentalement, et moi je dissocie vraiment deux choses, je dissocie le mental du travail et de ce qu'on va faire physiquement. Mentalement, c'est compliqué d'arriver à mettre une barrière et une distinction entre le pro et le perso. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que gérer son mental, c'est pas quelque chose d'évident. C'est-à-dire que parfois, vous allez arrêter de bosser, vous allez être le soir avec vos potes ou chez vous en train de regarder une série ou en train de manger, j'en sais rien, et va venir une idée de business. C'est comme ça. Votre cerveau, il arrive parce que on est entrepreneur, on pense tout le temps à des trucs, etc. Ça, je pense qu'il est difficile d'arriver à contrer cette idée-là, parce que c'est dans notre nature, finalement, de penser à ça, étant donné qu'on est entrepreneur, on a constamment des nouvelles idées qui arrivent, etc. Maintenant, pour moi, à mon sens, en ce qui concerne le travail, l'organisation, la productivité, c'est tout à fait possible, et j'en suis la preuve, c'est ce que je fais depuis maintenant plusieurs années, de développer un business, d'accomplir des choses, de lancer des projets, écrire un livre, créer des formations, des contenus, investir en immobilier, peu importe, tout en gardant cet équilibre-là, pro-perso. Et quand je dis cet équilibre, c'est-à-dire d'avoir une bonne répartition en termes de temps et d'énergie entre vos différents pôles de vie. C'est-à-dire, moi je travaille 20 heures par semaine dans mon business, et puis je m'occupe à peu près 10 heures par semaine de ma santé physique, donc je m'entraîne tous les jours, etc. Je m'occupe aussi de ma santé mentale, j'alloue du temps à des moments seuls, à des moments où je vais dehors en nature, j'alloue du temps aussi à mes amis, à ma famille, à mes relations, pour essayer d'avoir un équilibre comme ça. Il faut comprendre que l'équilibre, il se crée en fonction du temps que vous allez investir dans les différents éléments de votre vie. Il faut savoir aussi que l'équilibre, à mon sens, c'est pas quelque chose de linéaire sur une année. C'est-à-dire qu'il va y avoir des variations. C'est pas en mode, j'ai 150 heures sur une semaine, je vais faire 25 heures là, 25 heures là, 25 heures là, 25 heures là, 25 heures là. Non, parce qu'il y a des semaines où vous aurez plus de taf que d'autres, il y a des semaines où vous passerez plus de temps avec vos amis que d'autres, il y a des semaines où vous passerez moins de temps avec votre famille que d'autres, et c'est comme ça. Mais je pense que sur une année, si on prend une moyenne, on peut réussir à trouver cet équilibre. Et donc maintenant qu'on a dit tout ça, comment je fais pour gérer et maintenir cet équilibre pro-perso ? La première chose, c'est que je me fixe des non négociables. Un non négociable, c'est un élément que je vais déterminer en fonction de ma vision, de mes objectifs, de plein de choses, qui va me permettre de vivre la vie avec laquelle je suis 100% aligné. Une vie future. Par exemple, moi, dans ma vie future, dans ma vie idéale plutôt, je veux pas que le business, ça représente 100% de mon quotidien. Je veux que ça représente une partie de ma vie, ok, mais je veux aussi que le sport représente une autre partie de ma vie importante, et puis les amis, la famille, le voyage. Donc il y a tous ces éléments qui sont importants. Maintenant, quels sont les non négociables que je mets en place pour maintenir ces éléments cohérents ? Par exemple, moi, c'est que je ne travaille pas le week-end. C'est comme ça. C'est un non négociable. Alors, évidemment, ça m'arrive peut-être une fois tous les 6 mois, travailler le week-end, une fois tous les 3 mois, voilà. Mais 99% du temps, le non négociable est respecté. Le deuxième non négociable, c'est que je ne travaille pas le matin et que je ne travaille pas après 18h. Pareil, c'est un non négociable, parce que si je commence à ne pas cadrer cet élément-là, je vais me retrouver en fait à courir après les deadlines, à courir après les projets, à me dire non mais attends, il est 19h, il est 20h, j'ai rendez-vous avec des potes ou faut que je mange avec ma copine, mais je dis non, pas maintenant, parce qu'en fait j'ai encore des emails à traiter, des trucs à répondre, etc. Et on le sait, on a plein de choses à faire dans notre quotidien, on a tout le temps
le nouveau truc à gérer, la nouvelle tâche à faire, le nouveau projet à repousser, à machin, à avancer, peu importe. Et en fait, si on ne décide pas à un moment donné de dire stop et d'arrêter et de dire je ne fais pas aujourd'hui, on se retrouve à bosser H24. Donc c'est hyper important dans ce sens-là, c'est-à-dire de ce côté-là, de mettre des stops, de mettre des non négociables sur vos heures de travail, sur justement je bosse pas le week-end, je bosse pas ce soir, mais il y a d'autres non négociables que vous pouvez mettre en place aussi, comme par exemple, ok, c'est quoi les trucs que je veux accomplir dans ma vie ? Moi c'est que j'ai envie d'être en bonne santé physique et mentale. Par exemple, pour être en bonne santé physique, je m'entraîne 5 fois par semaine, je prends mes compléments alimentaires tous les jours et je fais 10 000 pas par jour. C'est mes non négociables. 99% du temps je respecte, certaines fois je respecte pas, mais une grande majorité de l'année, je respecte. Et ça me permet d'avoir des sortes de guides à suivre où j'ai pas à réfléchir, j'avance, je fais parce que j'ai déterminé ça en amont. Donc ça, c'est la première chose qui me permet de maintenir cet équilibre. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de profiter de tous les effets leviers qui sont mis à ma disposition. Donc un effet levier, c'est quoi ? C'est quelque chose qui vous permet de mettre 1 euro dans la machine et d'en sortir 5. Par exemple, les outils d'intelligence artificielle, les outils d'automatisation, la délégation, ça, c'est des éléments et des leviers que j'utilise dans mon quotidien pour pouvoir accomplir plus de choses sans forcément travailler plus. Si je devais aujourd'hui tout faire moi-même dans mon business, en fait, je serais incapable de maintenir un équilibre de vie parce que j'ai trop de trucs à faire. Il faut que je monte mes vidéos, il faut que je monte mes formations, il faut que je fasse mon marketing, il faut que je crée mon contenu, il faut que je gère le SAV, il faut que je réponde aux DM, il faut que je réponde aux gens, machin. Impossible de tout faire. Et donc à partir du moment où vous ne pouvez pas tout faire, c'est important d'utiliser les différents leviers qui vous sont mis à disposition, donc créer des systèmes, automatiser, déléguer, simplifier, supprimer, pour justement pouvoir gagner du temps, gagner de l'énergie et avoir cette meilleure répartition, équilibre vie pro, vie perso. Ça, encore une fois, évidemment, c'est des trucs dont on parle beaucoup plus en profondeur dans la formation. Ensuite, question suivante, qu'est-ce qui se passe plutôt si tu n'atteins pas un objectif ? J'ai l'impression qu'à chaque fois que je rate un lancement, je m'en veux. En fait, il y a toujours cette notion et que je trouve très intéressante de se dire, ok, comment est-ce qu'on réagit quand quelque chose ne se passe pas comme on l'avait imaginé ? Moi, j'ai changé de vision il y a de ça des années et j'ai beaucoup de détachement par rapport à mes objectifs maintenant. Parce que j'ai compris la différence fondamentale entre un objectif et un processus. Et notamment 2 autres éléments qui sont liés à ça, c'est entre ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler, donc le contrôlable et l'incontrôlable. En fait, l'objectif, c'est quelque chose d'incontrôlable. Le processus, c'est quelque chose de contrôlable. Le problème, quand on définit un objectif, c'est que souvent, on va imaginer pouvoir avoir une action directe sur l'objectif. Souvent, avec les lancements, c'est qu'on va se dire, ok, c'est quoi mon objectif financier avec ce lancement ? C'est de faire 10 000 euros. Ok. Le problème, c'est que on ne peut pas avoir une garantie certaine d'atteindre ce résultat. Si demain je vous dis, ok, est-ce que tu es sûr de pouvoir faire 10 000 euros ? Vous allez me dire, je pense pas, je sais pas en fait. Il y a trop de critères, il y a trop de paramètres, j'espère les faire, mais je peux pas tourner, appuyer sur un bouton, il n'y a rien qui est dans ma zone de contrôle qui va me permettre d'atteindre 10 000 euros. Parce que si c'était le cas, on tournerait tous le même bouton et on serait tous riches. Donc non, c'est pas le cas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui va te permettre d'atteindre cet objectif-là, c'est quoi ? C'est le processus que tu vas mettre en place, c'est-à-dire la liste d'étapes et d'actions qui va te permettre de faire ce lancement qui potentiellement t'amènera 10 000 euros. Donc par exemple, c'est créer la formation, créer la meilleure formation possible, faire le marketing, récupérer les témoignages, faire une bonne page de vente, faire des emails de vente, faire de la pub, faire des posts Insta, etc. Et en fait, ça, encore une fois, c'est ce qui est dans ta zone de contrôle. C'est ce que tu peux contrôler. Et moi, il y a une chose et une phrase en fait que je me répète et qui m'évite justement d'avoir cette réflexion de me dire merde, j'ai foiré mon objectif et d'avoir beaucoup de négativité autour de ça, c'est est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même sur chacune des étapes du processus ? Si la réponse est oui, je ne peux pas m'en vouloir du résultat. Parce que le résultat peut venir de plein de facteurs extérieurs qui ne sont pas dans mon contrôle. Par exemple, encore une fois, je reprends l'exemple du lancement. La question c'est, quelles sont toutes les étapes à accomplir pour réaliser un lancement de formation ? Ok, je dois faire ça. Ok. Est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même sur chacune des étapes ? Oui, j'ai fait la meilleure page de vente que je puisse faire, la meilleure stratégie de com que je puisse faire, le meilleur truc, le meilleur machin. Très bien. Donc maintenant, ce qui s'est passé ensuite, c'est pas moi qui le contrôle. Peut-être que ce jour-là, les gens étaient en fin de mois, donc ils n'avaient plus d'argent. Peut-être qu'au même moment, il y a un autre formateur qui a sorti la même formation sur le même sujet. Ça m'est déjà arrivé l'année dernière. Peut-être que ce jour-là,
T'as posté un réel sur Insta qui a fait beaucoup moins de vues que d'habitude, et ça, malheureusement, tu le contrôles pas. Peut-être que... Enfin bref, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer une baisse significative de résultats. Et donc, c'est pour ça que vous devez vous détacher du résultat de l'objectif et ne pas, justement, vous dire, ok, je suis heureux si je l'atteins, je suis triste si je l'atteins pas, mais vous concentrer sur le processus. Et en fait, il faut juste vous dire, ok, moi, à partir du moment où j'ai fait 100% de ce que je pouvais faire, donc j'ai fourni 100% des efforts, j'ai fait du mieux possible sur toutes les étapes, et ben en fait, voilà, mon travail s'arrête là. Le résultat, eh bien, on verra ce que ça donne. On verra ce qu'il en est. Et je me juge pas, je dis pas si oui ou non je suis bon ou mauvais, si oui ou non c'est bien ce que j'ai fait ou pas, par rapport au résultat, mais plutôt par rapport au processus. Et moi, c'est une méthode de réflexion que j'applique dans tous les domaines de ma vie et qui m'aide énormément à justement pas aller voir de la négativité là où il n'y en a pas. Parce qu'encore une fois, vous pouvez pas tourner un bouton et vous dire « Ouais, super, j'ai gagné 10 000 euros, c'est génial ». Non, c'est quel processus tu mets en place, et c'est uniquement le processus qui a un impact sur les 10 000 euros. Ensuite, question suivante, quels sont tes outils préférés en matière de productivité ? Alors, moi j'ai 2 outils principaux, et en fait, je comprends cette idée, et je vais faire un petit point là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font une erreur fondamentale en fait avec les outils. C'est que quand vous utilisez des outils de productivité, il ne faut surtout pas tomber dans le piège de vouloir complexifier la simplicité. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes, et je le vois partout, qui vont passer des dizaines et des dizaines d'heures, des semaines entières, à créer des documents, Notion notamment, mais pas que, Obsidian aussi, j'étais dessus passé un moment. Obsidian, Trello ou peu importe, qui vont commencer à utiliser 15 000 outils. Ils vont croiser, ils vont automatiser, ils vont mettre des rappels avec un peu de code pour faire des trucs jolis, etc. Et en fait, c'est tellement complexe à utiliser qu'on ne l'utilise jamais. Il y a tellement de freins à l'entrée qu'on finit en fait par laisser tomber. Je sais de quoi je parle parce que l'année dernière, j'ai essayé d'utiliser Obsidian pour en fait naviguer dans mes idées, pour utiliser ça comme système d'idées. J'ai passé presque une 50aine d'heures à créer le système et je me retrouve à ne jamais l'utiliser parce que c'est trop compliqué en fait. Je me retrouve dans des trucs où il y a plein de schémas de tous les côtés, il faut que je mette des codes, des liens permaliens pour connecter les idées entre elles et tout. Et en fait, je retrouve, moi en tout cas, la même utilité sur un simple document où je vais noter les idées de façon intelligente et organisée dans des tableaux. Et en fait, le fait que ce soit simple, ça enlève beaucoup de friction à l'entrée, ce qui me permet de réellement utiliser l'outil et le système. Et je pense que c'est une erreur à pas commettre, de vouloir justement essayer de rendre le truc tellement poussé et complexe qu'on finit par jamais l'utiliser parce que justement, ça l'est beaucoup trop. Moi, ce que j'ai fait dans la formation, notamment, c'est qu'on a utilisé les outils que moi j'utilise au quotidien, c'est que j'utilise 2 outils très simples. Et c'est justement le fait que ce soit simple qui rend le système et la formation aussi efficaces. C'est parce qu'on ne perd pas notre temps à vouloir créer des systèmes compliqués. Dans la formation, je vous montre donc Notion. Donc moi, j'utilise Notion, mais je l'utilise pas de façon extrêmement poussée. Je l'utilise juste pour avoir quelques calendriers et puis organiser 2-3 trucs. Mais en fait, l'avantage de Notion, c'est notamment qu'on peut facilement collaborer avec d'autres personnes. Et en plus de ça, on peut partager aussi tout ce qui va être template, etc. Et deuxième outil que j'utilise, qui est plutôt une suite, du coup, c'est la suite Google. Donc, j'utilise Google Sheet pour créer mes process, mes automatisations, pour aussi organiser mon agenda annuel. J'utilise Google Doc pour tout ce qui va être rédaction, plan marketing, etc. Et j'utilise Google Agenda pour organiser ma semaine. Et mon système d'organisation repose là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'outils complexes avec des équations à double inconnu, ce genre de trucs compliqués. Et moi, je pense justement que plus on va chercher quelque chose de simple, plus le système que vous allez mettre en place va être simple, plus vous allez l'utiliser, plus il va être efficace, et plus il va finalement répondre à son besoin premier, ce pourquoi il existe, qui est d'être productif. Parce que si finalement, vous avez un système de notes, d'idées, où pour noter une idée, il faut... parcourir 45 liens différents, puis noter une idée, ça vous prend 15 minutes, etc. Alors qu'en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est noter une idée. Donc, vous n'allez pas noter l'idée parce que c'est trop long, donc vous allez finalement la perdre, et en fait, vous perdez ce pourquoi vous avez à la base créé ce système. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, il faut vraiment chercher à créer des systèmes simples, parce que c'est ce qu'il y a de plus utile, applicable, et donc efficace. Question suivante, quels sont tes objectifs du moment ? Donc, je vais transformer un peu la question. Pourquoi ? Parce que je vous ai tourné aujourd'hui mon bilan du mois d'avril qui va sortir la semaine prochaine en podcast. Donc je vous parlerai évidemment de mes objectifs actuels. Mais je vais plutôt prendre finalement mes objectifs annuels. Donc comme je le disais précédemment,
moi, pour définir mes objectifs annuels, je fais deux choses. C'est-à-dire que, je fais trois choses. Premièrement, je pars de ce que je veux cette année. Donc ce que je veux cette année va dépendre de plein de facteurs, hein. Ça va dépendre de mon état actuel, ça va dépendre de mes objectifs, ça va dépendre de ce que j'ai fait l'année dernière, ça va dépendre de mes projets. Par exemple, les objectifs 2023 étaient forcément plus faibles que ceux de 2022, puisque j'avais l'écriture du livre, donc ça joue beaucoup, parce que le livre, ça représentait quasiment 25% de mon temps de travail. Mais bref, je définis un petit peu cette vision-là et ces objectifs-là. Ça, c'est la première chose. À partir de cette vision, de ces objectifs, je définis les 3, 4, 5 grands objectifs que je veux accomplir. Donc, c'est-à-dire les objectifs financiers. Quels sont les revenus que je veux générer, c'est quoi la croissance que je veux avoir sur les plateformes, c'est quoi le nombre de leads que je veux récupérer, etc. Les objectifs annexes, c'est-à-dire est-ce que cette année je lance un projet spécifique, est-ce que je veux continuer à investir en immobilier, est-ce que je veux acheter un bien, est-ce que je veux lancer une nouvelle société, enfin bref, définir les grands piliers comme ça. Et une fois que c'est fait, la troisième étape, qui est celle dont on parlait précédemment, c'est qu'à partir de ces objectifs, j'en tire justement des systèmes et je mets en place des process. Parce qu'en fait, le but de l'objectif, c'est juste de définir une direction. C'est juste de vous dire, ok, je pars dans cette direction cette année. Cette année, je vais essayer de doubler mon chiffre d'affaires. Ok, pour doubler le chiffre d'affaires, qu'est-ce que je dois mettre en place ? Je dois mettre en place 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, une fois que c'est fait, on se fout de combien on veut faire cette année. On se concentre sur le 1, 2, 3, 4, 5. Parce que c'est ça qui va nous permettre de... C'est cet élément qui est dans notre zone de contrôle qui va nous permettre d'atteindre finalement l'objectif qu'on s'était fixé, qui encore une fois, lui, est incontrôlable. Donc mes objectifs cette année, finalement, c'est un peu les mêmes que l'année dernière. C'est-à-dire que cette année, je me suis fixé l'objectif de continuer à développer mon business. Donc j'ai mis cette année plus 100% du coût de chiffre d'affaires, c'est-à-dire doubler le chiffre d'affaires cette année par rapport à l'année dernière. Je me suis mis comme objectif du coup de développement d'audience, même pas en termes d'abonnés, mais plus en termes de fréquence. Du coup, j'ai transformé ça encore une fois en système, parce que le nombre d'abonnés, je suis arrivé à un stade où j'ai plus trop d'objectifs. Moi, ce qui compte, c'est créer du contenu, et donc c'est pour ça que cette année, j'ai l'objectif plutôt de lancer le podcast, publier 2 fois par semaine sur les podcasts, publier une fois toutes les 2 semaines sur YouTube et continuer à créer du contenu sur Insta. Comme autre objectif cette année, on avait l'objectif de lancer une nouvelle société qui arrive bientôt en mai, donc dans 2 semaines. Et j'ai un autre objectif qui va être, du coup, cette fin d'année normalement, qui va être d'acheter un premier bien à l'étranger. Donc normalement, ça devrait être à Bali. Pour l'instant, on ne sait pas, on est en réflexion parce que... il y a plein de choses compliquées par rapport à l'achat immobilier à Bali. Donc c'est encore une réflexion, mais c'est un projet qu'on a avec Jess notamment cette année. Un truc qu'on va accomplir. Et là encore une fois, ça c'est l'objectif. Maintenant le process c'est quoi ? C'est de savoir ce qu'on veut, de savoir comment on fait, de savoir combien ça va coûter, de tous les mois mettre X euros de côté ou de trouver un système fiscal qui me permettra d'investir autrement. Enfin bref, c'est tout un truc à mettre en place. Mais ça, c'est les gros objectifs de cette année. Et en fait, de ces objectifs, parce qu'un objectif, concrètement, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand je vous dis oui, je veux doubler mon chiffre d'affaires cette année, en fait, il n'y a rien de concret. Ça veut dire quoi, doubler le chiffre d'affaires ? En fait, doubler le chiffre d'affaires, ça veut notamment dire cette année sortir plusieurs formations. Donc, on avait noté en début d'année sortir 6 formations, 6 nouvelles formations. Et donc, ça, c'est un vrai objectif. Donc, cette année, au niveau business, le gros de cette année va se faire justement là-dessus, sur la création et le lancement des nouvelles formations. Donc, en tout cas, je ne sais même pas si j'ai répondu à la question, en fait, de mes objectifs annuels, mais je trouvais plus intéressant de tourner ça en mode système, parce que un objectif, finalement, ça veut rien dire. Si je vous dis c'est quoi ton objectif cette année et que vous me dites moi, je veux développer mon business, c'est très vague. La question, c'est plutôt comment vous allez développer votre business, et ça, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Question suivante. Comment tu arrives à suivre les trends sur Instagram sans passer ton temps à scroller ? Alors, c'est une question qui est intéressante parce qu'elle prend un prisme qui est un peu plus large, qui est de dire finalement comment est-ce qu'on peut être plus productif quand on travaille sur les réseaux, sachant que les réseaux, c'est quelque chose qui nous vampirise finalement notre concentration, notre productivité. Je veux dire, il y a juste aller sur Insta pour voir. Quand vous êtes sur Insta et que vous êtes pris par l'algorithme, c'est quelque chose de très compliqué. Donc moi, ce que je fais, et je pense que tout va tenir en un mot, c'est l'intention. En fait, je pense que les réseaux sociaux ne sont pas vraiment un problème. Je pense que c'est plutôt la façon dont on les utilise. C'est-à-dire que souvent, vous allez avoir une façon d'utiliser les réseaux sociaux qui est une façon de consommation. Donc, je suis là, j'ai mon tel sur la table, hop, j'ouvre Instagram par réflexe, je consomme, je regarde, mais je ne sais même pas ce que je viens vraiment chercher en fait. Je suis juste là dans la consommation,
des contenus qu'il y a, etc. Alors que si j'arrête de consommer, mais je fais de l'intentionnel, donc c'est toujours de la consommation, mais c'est juste que c'est différent, eh bien, je vais pouvoir me dire, ok, plutôt que d'avoir mon tel ici, et de scroller, je sais pas moi, une fois toutes les 3 minutes, et j'ouvre mon tel, je referme, je réouvre, je referme, etc. À la fin de la journée, j'ai passé 1 heure sur Insta, c'est pas beaucoup, mais le problème, c'est que c'est entrecoupé de plein de fois où je scrolle pour rien. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt me dire, ok, je vais essayer d'aller sur Instagram de façon intentionnelle. Et me dire, je vais me bloquer 5-6 sessions dans la journée, de 10 minutes, donc ça fait quand même 6 sessions, hein, c'est pas mal, de 10 minutes, c'est très long 10 minutes, pour consommer sur Insta. Et consommer, bosser, donc aller chercher les trends et tout ce qui va avec. Et donc ces 6 sessions de 10 minutes, il y en a une, je sais pas, moi je vous dis une connerie, il y en a une à 9h, il y en a une à 11h, il y en a une à 13h, il y en a une à 15h, une à 18h, et à 20h, j'arrête d'ouvrir Insta. Et en fait, ce simple shift d'intention à consommation, tu vois, le simple fait de changer cette façon de consommer et d'aller intentionnellement sur l'application, bah, fait que tu vas pas augmenter justement ta consommation en termes de quantité, c'est exactement le même temps que tu passes sur Insta, 1 heure tous les jours. C'est juste que tu as un vrai objectif. Tu vas sur Insta ou pour chiller, parce que voilà, tu as envie de kiffer un peu, tu vas regarder un peu ce qui se fait, ou tu vas sur Insta parce que tu te dis, ok, bah là aujourd'hui, il faut que j'aille chercher des trends, et donc je vais profiter de mes 10 minutes pour aller chercher des trends. Et je regarde, je vais sur l'onglet de réel, je scroll, et je suis à la recherche de trends. Donc si je vois un réel qui est intéressant, donc je l'enregistre. Si je vois un réel qui me fait trop rire et tout, et puis je tombe sur le compte, le mec c'est un humoriste, et je commence à regarder, je me dis, oula non, je me perds, je suis pas venu faire ça. Ça sera pour la session d'après, un peu plus kiff, etc. Mais vraiment, d'avoir une consommation d'Insta et des réseaux de manière générale qui est intentionnelle, où on va et on ouvre l'application pour un vrai objectif. Cet objectif, il n'est pas forcément productif. C'est pas forcément, je bosse et tout. Ça peut être un objectif de kiffer et de scroller juste, hein, mais tu l'as fait pour ça. Tu fais pas un peu des deux à la fois. C'est pas en mode, ouais, je scroll et puis aussi je consomme et je fais un peu des deux. Non, parce que tu vas finir à naviguer sur plein de comptes différents et tu vas t'éloigner de ton objectif. Donc je pense que cette notion d'intentionnel, elle marque vraiment la différence entre les deux et c'est ce qui, à mon sens, le truc le plus intéressant. Question suivante, avant-dernière question. Quelle est pour toi la place de la santé dans la productivité ? Alors, c'est une question qui est très intéressante parce que je pense que la santé est quelque chose de trop d'ailleurs, sous-estimé en ce qui concerne la productivité. En fait, quand on prend la notion de productivité, c'est quoi ? C'est d'arriver à produire plus de choses. C'est-à-dire que notre objectif, c'est d'être plus efficace, efficient quand on travaille, de sortir plus d'éléments, de produire plus, en réduisant notre temps de production. Le souci, c'est quoi ? Notamment dans nos métiers à nous, mais pas que, la santé joue un rôle en fait extrêmement important dans la production. Si je prends un travail qui n'est pas forcément hyper créatif, un travail pas du tout créatif, mais plutôt manuel, comme ce que je faisais à l'époque, donc je bossais en manutention à l'usine, j'empilais des cartons sur des palettes et je faisais partir les palettes et je faisais ça toute la journée, 8 heures par jour. Ça, c'est un travail dans lequel, en fait, il y a une nette différence de production entre les jeunes et les moins jeunes. Pourquoi ? Parce que les jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, ils sont tout frais. Moi, c'était mon cas, j'étais tout frais, j'arrivais, j'allais à la salle, donc j'étais content, j'étais musclé, machin, donc je chargeais les cartons, les palettes, etc. J'envoyais. Et en fait, on a une telle forme physique qu'on envoie 2 fois plus de palettes que les personnes qui ont 50, 60 ans. Donc, même dans les métiers physiques, la santé, en fait, joue un rôle extrêmement important, finalement, dans notre capacité à produire plus d'éléments et en bossant moins. Mais dans la créativité, les métiers intellectuels, c'est aussi le cas. Ce ne sera pas physique, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment vos muscles qui vont faire que vous allez être plus productif, mais c'est votre santé mentale, c'est votre santé, entre guillemets, intellectuelle, c'est votre santé créative. Donc par exemple, ce qui a un impact énormissime sur votre capacité à être concentré, sur votre capacité à être créatif, sur votre capacité à réfléchir longtemps de la bonne façon et être efficace intellectuellement, bah, on a le sommeil, premièrement. Essayez de bosser une journée complète, même de faire quelque chose d'intellectuel du coup, en ayant dormi 3 heures dans la journée, je vous garantis que ça va être très compliqué. Deuxièmement, on a les niveaux d'énergie, c'est-à-dire qu'au fil d'une journée, bah, on va avoir des niveaux d'énergie qui vont varier. Et en fait, pareil, si on essaye de faire des choses très créatives et très taxantes mentalement et intellectuellement pendant des périodes de la journée, de notre semaine ou même de notre mois,
durant lesquelles en fait, on n'est pas du tout créatif ou concentré, ça va être compliqué. Je sais notamment que chez les femmes, il y a des périodes de travail à adapter en fonction de leur période menstruelle. Pourquoi ? Parce que par rapport à leurs hormones, elles ne vont pas avoir les mêmes réactions, c'est-à-dire qu'elles vont être plus créatives à certaines périodes du mois par rapport à d'autres, si c'est une semaine avant leurs règles, 2 semaines avant, 3 semaines avant, etc. Donc c'est encore plus impactant chez la femme. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire votre niveau au sein d'une journée. L'alimentation est un point aussi très déterminant. Pourquoi ? Parce que mieux vous allez vous alimenter, plus vous allez être efficace et concentré quand vous allez travailler. Vos niveaux d'hydratation aussi. Plus vous êtes hydraté, plus votre cerveau est irrigué, plus vous allez être concentré et efficace quand vous allez travailler. Donc oui, finalement, la santé, ça joue un rôle extrêmement important sur votre productivité. Et dernière question, comment tu fais pour rester concentré quand tu bosses depuis chez toi ? Donc ça va évidemment dépendre d'un élément, c'est finalement ce qu'il y a dans votre environnement. L'environnement, c'est le truc qui impacte le plus finalement votre concentration. Essayez de bosser avec un marteau-piqueur juste à côté de vous, forcément, ça va être compliqué. Peu importe les efforts que vous mettez, le casque anti-bruit ou quoi que ce soit. L'environnement a un impact phénoménal dans votre capacité de concentration. Donc déjà, c'est une évidence que l'environnement que vous avez autour de vous, qui est un environnement volontaire ou involontaire, c'est-à-dire que parfois, moi je m'en souviens, quand j'étais à Bali, j'essayais d'être concentré, de me créer un bon environnement de façon volontaire, donc j'organisais un bon environnement autour de moi. Le souci, s'il y a des travaux derrière chez vous, vous pouvez rien y faire, donc c'est compliqué. Pareil, en fonction de votre situation, c'est évident que si vous avez des enfants à la maison, là aussi, même si faut essayer de les occuper, ça aura un impact sur votre créativité, votre concentration et votre façon de vous organiser. Néanmoins, moi, ce que je pense être important de faire, dans un premier temps justement, c'est de créer un bon environnement de travail de façon intentionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses, encore une fois, que vous pouvez maîtriser, d'autres que vous ne pouvez pas maîtriser. Et bien de vous concentrer finalement sur l'environnement que vous pouvez maîtriser et faire en sorte que cet environnement soit propice à la concentration. Donc si jamais derrière chez vous il y a des travaux, et des gens qui parlent, des voisins qui font du bruit, le tram qui passe en bas de chez vous, achetez-vous un casque anti-bruit, même si ça coûte trop cher pour vous, vous achetez un casque de chantier, là, il n'y a pas de musique mais c'est pas grave, un truc pas cher qui couvre le bruit, des boules caisses, peu importe, de façon à couper en fait finalement tout élément qui peut vous perturber quand vous travaillez. Pareil, du coup, je reparle des enfants, moi je ne suis pas concerné, mais si vous avez des enfants et que vous avez une grosse période de focus et de travail, essayez de les mettre dans un endroit qui est éloigné de vous, essayez de trouver une façon de les occuper pour ne pas vous déranger. Ça peut être aussi de les informer, de leur expliquer, donc ça marche pour les enfants, mais pas que, croyez-moi. Si vous bossez dans les coworking ou autres, d'expliquer aux gens en fait que vous n'êtes pas joignable. Donc je sais pas, si vous êtes dans un bureau et que souvent on vient vous déranger, vous mettez un mot devant la porte, ne pas ouvrir la porte, je suis en tournage ou peu importe, on s'en fout. Mais l'idée en fait, ça va être de trouver plein de petits éléments comme ça qui vont vous permettre de créer de façon intentionnelle l'environnement parfait pour travailler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à faire, ça va être de scinder votre espace de travail du reste de la maison. Pourquoi c'est important de faire ça ? Parce qu'en fait, dans votre cerveau, si vous voulez, vous allez avoir une vraie distinction entre les deux zones et ça va éviter à votre cerveau de faire un amalgame entre « Ok, est-ce que je dois bosser ou je dois dormir ?» Le souci, quand vous bossez depuis votre canapé ou quand vous bossez depuis votre chambre, depuis votre lit, ce qui se passe, c'est que votre cerveau n'arrive pas à faire la distinction entre les deux. Est-ce que je suis en train de bosser ou est-ce que je dois regarder une série Netflix ? Donc, il ne sait pas dans quel mood se mettre et c'est compliqué pour vous d'arriver à être concentré. Le cerveau n'arrive pas à faire la différence. Donc moi, ce que je recommande, le mieux, le must, c'est vraiment d'avoir 2 pièces séparées. Donc votre chambre, le salon, peu importe, et un bureau dédié au travail. Si vous ne pouvez pas, ce qui est possible, et que vous arrivez dans votre chambre à scinder l'espace, donc par exemple, vous avez votre lit et dans un petit coin, vous mettez votre bureau. Mais sur le bureau, vous ne faites que bosser. Vous n'êtes pas là en train de scroller, etc. Si vous voulez scroller, regarder des vidéos, vous allez dans le lit ou sur votre canapé, peu importe, mais vraiment vous scindez les espaces. Et pour les personnes qui ont des studios ou qui ont des T2 mais qui ont du mal, etc., nous c'était notre cas avec Jess il y a quelques années, quand on était à 2 dans un T2, c'est que moi j'allais bosser dans une bibliothèque. Et ça, c'est incroyable. Parce que non seulement il y a un environnement de travail qui est grave propice à la productivité et la concentration, mais en plus de ça, ça me permet de scinder les espaces et d'arriver et de me dire, ok, en fait, je suis ici pour bosser. Je suis pas ici pour scroller ou faire des trucs à droite à gauche, je suis vraiment ici pour bosser. Et ça me permet d'être vraiment concentré. Donc moi, c'est les 2 piliers, les 2 choses que je mettrai en place justement pour gagner en productivité et être plus concentré, même si je travaille depuis chez moi. Donc on a terminé avec les questions. J'espère en tout cas que cette petite FAQ vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé. Je vous rappelle encore une fois que
on couvre tous ces sujets beaucoup plus en profondeur avec comment est-ce qu'on fait tout ça, quels sont les systèmes à mettre en place, des exemples concrets, des systèmes à copier-coller et beaucoup plus de choses qu'on voit dans la formation, donc le plan qui est accessible encore une fois juste en dessous à un tarif de 197 € au lieu de 397 € jusqu'à vendredi soir minuit. Je vous mets tous les liens en description juste en dessous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'écouter ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt. C'était Tony. Ciao.